Bienvenue de vous joindre à nous aujourd'hui dans cette journée très spéciale, historique et mémorable. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis seule. Je devais être accompagnée de Stéphanie et Patrick, qui sont les co-auteurs de cette étude, mais qui, en raison des fermetures des écoles, l'éclipse, se retrouvent avec d'autres responsabilités. Alors, comme le disait Geneviève, je vais essayer de ne pas prendre plus que 30 minutes parce que le but vraiment de cette conférence, c'est d'entendre vos commentaires, vos suggestions, vos questions et autant que possible d'y répondre. Alors, en guise de contexte, il faut savoir que les taux de criminalité ont diminué de 30 ne serait-ce que seulement au cours des 10 dernières années. En même temps, donc au cours des 10 dernières années, les coûts du système correctionnel ont augmenté de 60. Donc, on a moins de gens qui commettent des délits, mais ça coûte de plus en plus cher s'en occuper. Les jeunes hommes, donc, bon, là, on va en parler de cette période développementale, mais il n'y a pas vraiment de consensus à savoir quand est-ce que ça termine, cette étape-là. Mais disons là, qu'on prend ça très largement, entre 20 et 39 ans, ils constituent seulement 17 de la population canadienne et québécoise, mais ils représentent près du 2 tiers des incarcérés, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. On sait aussi que les jeunes adultes, ils sont à très haut risque de réincarcération dans l'année qui suit, donc très rapidement. On voit là des taux là, du 2 tiers chez les 18-25 ans, donc des jeunes qui vont rapidement retourner à l'intérieur des murs. Pourquoi s'intéresser au passage de la vie adulte? Bon, mais ça fait déjà, je crois, 5 ou 6 études que je fais à propos de cette période développementale-là. Il y a quelque chose de tellement fascinant parce que c'est à la fois pendant cette étape développementale-là que les personnes sont le plus à risque de commettre des délits. Donc, les personnes 18-25 ans sont surreprésentées en termes d'auteurs et d'autrices de délits, mais c'est aussi la plus belle période pour se désister du crime. Donc, c'est à la fois la période où les jeunes sont plus à risque de commettre des délits et c'est à la fois la période où ils risquent le plus de cesser d'en commettre. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est un super beau paradoxe et qui m'intéresse tout particulièrement. Une nouvelle étape développementale, alors vous savez, euh, on n'a pas tout à fait consensus là-dessus. Il y a encore des chercheurs qui disent que oui, des chercheurs qui disent que non, mais je voudrais que d'année en année, le consensus grandit. Pourquoi une nouvelle étape développementale? C'est qu'on conçoit généralement que la transition à la vie adulte, donc passer du stade d'adolescent à adulte, ça implique 5 grandes transitions importantes. La première, c'est quitter l'école. La deuxième, c'est entrer sur le marché du travail. Troisième, quitter le domicile familial, former un couple et devenir parent. Donc, tant et aussi longtemps que ces 5 étapes-là ne sont pas franchies, on a tendance à considérer que la personne n'est pas encore tout à fait pleinement un adulte. Or, vous le savez, hein, je ne vous apprends rien en vous disant que ces transitions ont été beaucoup retardées au cours des derniers 20, 30, 40 ans. Les jeunes restent très, très, très longtemps à l'école. Donc, ils entrent beaucoup plus tard sur le marché de l'emploi. On voit aussi que les femmes qui avaient des enfants autour du début de la vingtaine les ont maintenant plutôt mi, sinon fin vingtaine. On voit aussi que les jeunes quittent le domicile, mais ils reviennent. Donc, on voit de plus en plus des trajectoires yo-yo. Donc, des jeunes qui retournent vivre papa-maman, réessayent, reviennent papa-maman. Donc, c'est une période qui est beaucoup plus instable que celle qu'ont vécue nos prédécesseurs et c'est ce qui fait penser qu'il y a une nouvelle période, une période où on n'est ni un adulte ni un adolescent et on appelle cette étape-là soit le jeune adulte ou l'adulte émergent. Encore là, ça dépend de la théorie qu'on embrasse, mais peu importe laquelle, on sait qu'il y a comme un bout de temps où les jeunes ne se sentent pas tout à fait pleinement des adultes. Or, au Québec et au Canada, on n'a quand même pas changé l'âge légal. Hein. C'est à 18 ans il y a un jour au Québec, au Canada, qu'on devient un adulte légalement. Et donc, c'est à cet âge-là qu'on peut être pénalisé comme un adulte. Il est vrai qu'avec la LGPA, on peut protéger certains jeunes, puis on a tendance à prolonger les services au-delà de 18 ans dans certains cas, mais on entend bien que c'est plus des exceptions que de la norme. Or, le fait de retarder le passage à la vie adulte, on le remarque maintenant sur quelque chose qui n'avait pas changé depuis 300 ans, c'est-à-dire sur la courbe de la criminalité. Ce qu'on voit ici, c'est les taux de criminalité des hommes et des femmes. Donc, les hommes sont en haut et évidemment, ils sont toujours plus nombreux. Mais ce qu'on voit surtout,
Hein, si vous regardez la courbe, c'est qu'elle n'a plus l'air d'une courbe. Elle a l'air d'un mont Saint-Hilaire. Alors que la vraie courbe, normalement, elle aurait l'air de ça. Donc, on devrait voir très, très, très rapidement décliner, dès le début de l'âge adulte, la criminalité des jeunes. Mais ce qu'on voit, c'est que non, nos jeunes adultes, autant ils sont en train de se redéfinir comme personnes, mais peut-être n'ont pas réalisé hein, qu'ils avaient atteint l'âge légal et ils continuent de commettre des délits pendant une période de temps qui est beaucoup plus longue. Alors, je le rappelle, la courbe en rouge, c'est la courbe criminalité découverte par Quetelet il y a 300 ans. Donc, c'est pas rien, là. C'est un phénomène qui était demeuré inchangé partout dans le monde. Donc, pas juste au Canada, là, cette courbe-là, on la retrouvait partout. Et là, quand cette statistique-là est sortie en 2017, là, on a fait aïe, 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 il y a un problème. Il y a vraiment un problème. On voit que ça ne marche pas. Les jeunes continuent d'être actifs alors qu'ils devraient se désiter du crime. Maintenant, je vous dis désiter, 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 qu'est-ce que c'est? Ben, c'est mon objet d'étude, c'est le seul que je connais qui m'intéresse. Alors, le désistement du crime, c'est un processus. Alors, c'est pas quelque chose qui se vit du jour au lendemain. Une journée, on est un contrevenant, le lendemain, on ne l'est plus. Donc, contrairement à la récidive qui s'intéresse uniquement à est-ce que la personne commet un délit? Oui, non. Donc, oui, récidiviste, non, pas récidiviste. Le désistement, ça se détache un peu de cette perspective binaire et dit que oui, il faut d'abord qu'il y ait un arrêt des comportements. C'est sûr que pour se désiter, il faut d'abord arrêter de commettre des délits. Mais le processus ne se termine pas là. Il faut que, en deuxième lieu, la personne change son identité. Donc, elle passe de je suis une personne qui commet des délits, qui vend de la drogue ou qui fait n'importe quelle activité criminelle à je suis une personne qui ne fait plus ça et qui ne le fera probablement plus jamais. Je suis une personne respectueuse des lois. Donc, ça, c'est le deuxième changement qui est attendu. Et le troisième, qui est le plus important à notre avis, parce que c'est celui qui maintient le désistement du crime, c'est quand la société reconnaît aussi à cet individu-là, oui, tu as commis des délits, mais je ne te vois plus comme une personne contrevenante, je te vois comme un citoyen respectueux ou une citoyenne respectueuse des lois et tu as ta place parmi nous. Et quand le processus de réciprocité entre la personne et la communauté est rétabli, ben, il s'en trouve là vraiment un sentiment de sécurité et de bien-être qui peut amener les personnes à se désiter pour toujours. Qu'est-ce qui facilite le désistement du crime? Alors, l'aspect comportemental indique qu'à un moment ou à un autre, la personne devra hein, modifier ses habitudes de vie. Donc, restreindre les endroits qu'elle fréquentait, par exemple, si c'était des endroits où elle avait l'habitude de commettre des délits. Changer ses objectifs. Alors, la vente de drogue, on sait que c'est lucratif, mais on peut se dire, ben, peut-être que je vais faire de l'argent, mais je vais le faire autrement. Changer ses rêves. Qu'est-ce que je veux devenir? Est-ce que je veux devenir le plus grand caïd du monde ou je veux devenir une personne, un papa, une maman? Et changer ses aspirations pour cesser de commettre des délits. Donc, il y a quelque chose qui part de l'individu en lui-même qui doit changer un peu sa perspective pour changer. Son aspect relationnel indique que le processus du désistement peut être facilité par le biais des liens sociaux. Les liens sociaux que l'on a avec un conjoint, une conjointe qui serait prosocial, avec un employeur qui serait prosocial, avec des experts par expérience qui sont déjà passés par ces expériences-là, qui nous guident vers le désistement, avec des intervenants, bien évidemment, qui peuvent aider la personne à percevoir de nouveaux buts, de nouvelles aspirations, donc qui peuvent l'aider à changer et à se désiter. Évidemment, son aspect identitaire implique que la personne doit avoir accès à des opportunités de se définir autrement. Donc, la personne doit pouvoir se définir comme parent, doit pouvoir se définir comme travailleur, doit pouvoir se définir comme étudiant, doit pouvoir se définir comme environnementaliste s'il faut, mais il faut qu'il y ait des opportunités dans la communauté qui permettent à la personne d'endosser d'autres liens, d'autres identités qui vont lui faire changer leur propre identité. Donc, ils peuvent, dans certains cas, eux-mêmes devenir des intervenants. Et ça, c'est quelque chose qui est répété souvent par les personnes, dire, ben moi, je veux servir à aider les personnes.
Alors en ce moment, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur lequel fait quoi. Alors, on a longtemps pensé qu'il fallait d'abord commencer à changer pour établir de nouveaux liens, pour établir de nouvelles identités. Mais on se rend compte que dans certains cas, certaines personnes peuvent même changer sous la pression d'une opportunité qui est arrivée de façon plus ou moins fortuite dans leur vie, une chance inouïe qui va, elle, amener l'abandon des comportements criminels. Donc, l'idée, c'est pas de dire, ben, il faut absolument que tu veuilles changer. C'est pas toujours comme ça. Des fois, le changement vient de l'extérieur, mais on sait que ça prend les trois. Donc, nous, ce qu'on s'est posé comme question, surtout toujours en lien avec les jeunes adultes qui nous intéressent particulièrement, c'est quelle proportion de jeunes réussit à ne pas retourner en prison? C'est qui ces jeunes-là qui réussissent? Quels sont ceux qui sont plus à risque d'y retourner? Et quels sont les besoins principaux en matière d'intervention des jeunes qui y retournent peut-être un peu trop fréquemment en prison? Alors, notre échantillon, on a pris toutes les personnes qui avaient été incarcérées au moins 6 mois au Québec. Donc, l'ensemble des jeunes adultes ayant été incarcérés au moins 6 mois au Québec en 2010 et 2011, et on les a suivis jusqu'à 2015. Je ne vais pas passer en détail là, l'échantillon, mais vous voyez qu'on a quand même 1588 jeunes, donc c'est un nombre quand même assez impressionnant de dossiers. On a eu tout l'historique de ces personnes-là et surtout, ces personnes-là devaient avoir complété l'outil LSIMI, qui est l'outil qui permet justement d'identifier les besoins d'intervention. Donc, pour nous, c'était central qu'on ait cette information-là pour savoir quelles étaient les difficultés rencontrées par les jeunes. Donc, on voit que, bon, nos jeunes étaient principalement francophones, la plupart étaient pas en couple. Il y en avait quand même une proportion importante qui n'avaient pas terminé leurs études de niveau primaire, la majorité n'ayant pas terminé celles de niveau secondaire. On voit que la plupart des jeunes n'avaient pas une source de revenus liée à l'employabilité. Et on voit que les jeunes ont été reconnus coupables d'un nombre assez important de délits ayant amené leur incarcération. Donc, on les a suivis pendant 5 ans et voici nos méthodes d'analyse. Alors, vous comprendrez que c'est très simple. Blague. Je ne sais pas si les équations vous disent quelque chose, mais c'est vraiment ce qu'on a fait. Alors, ce qu'on a fait d'abord, c'est des analyses de survie. Alors, c'est un peu des méthodes qu'on a empruntées des sciences de la santé. Donc, on a vu la récidive comme une mort. Alors, combien de temps tu peux survivre dans la communauté par rapport à certaines caractéristiques et qu'est-ce qui va provoquer, entre guillemets, ta mort? Donc, on a d'abord fait ces analyses-là. Et ensuite, on a, et c'était la deuxième équation, on a comme augmenté, si vous voulez, le niveau de difficulté. C'est qu'on a mis de toutes les causes pouvant causer la mort, parce qu'on sait que, tu sais, on peut mourir de diabète, de cancer, d'obésité, mais on peut avoir tous ces problèmes-là en même temps. Et cette méthode d'analyse-là permet de dire de toutes les causes pouvant causer ta mort, voici celles qui l'ont causée, voici celles qui sont plus à risque de la causer. Donc, on a utilisé ces outils-là et on les a transposés à l'étude de la récidive pour essayer de comparer les causes possibles qui provoquent. Donc, c'est pas des analyses de corrélation, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est des analyses de survie, c'est très intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Ça se pourrait que vous autres trouvez ça plate, c'est bien correct. Donc, ce qu'on a vu, c'est que nos jeunes adultes, ils survivent en moyenne environ 1099 jours, donc environ 3 ans avant de retourner en prison. Donc, c'est pas si mal parce qu'on avait quand même une statistique assez, assez pessimiste qui prévoyait un retour dans l'année qui suit, mais nous, on voit qu'ils réussissent à survivre un certain temps à l'extérieur. Ce qu'on voit, c'est que les hommes qui ne sont pas en couple reviennent plus vite. Donc, vous avez la courbe en vert. Ça, c'est les couples des jeunes qui ne sont pas en couple. Donc, vous, ils meurent plus vite, entre guillemets, que ceux qui sont en bleu, qui réussissent à survivre plus longtemps. Donc, dans les faits, ce que cette courbe-là montre, c'est que les hommes qui ne sont pas en couple reviennent environ 9 mois plus tôt que ceux qui sont en couple. Donc, 1000 jours à peu près pour ceux qui ne sont pas en couple, puis 1358. Donc, quand même une différence importante pour ceux qui sont en couple.
Les jeunes hommes autochtones reviennent aussi plus rapidement, donc ils reviennent environ 765 jours. Après 765 jours versus 1120 pour ceux qui ne sont pas autochtones. Donc, un retour 2 ans après pour les personnes non autochtones et 3 ans pour les personnes autochtones. Là, ici, ce qu'on voit, c'est vraiment l'importance de la scolarisation. Donc, on voit les gens qui ont un niveau primaire sont en bleu. En vert, c'est le niveau secondaire et en rouge, c'est le niveau collégial universitaire. Donc, le fait d'être instruit, c'est un facteur de protection au retour en prison et à l'inverse, la sous-scolarisation est un facteur qui peut amener le retour en prison beaucoup plus rapide. Donc, par exemple, les jeunes adultes qui avaient seulement une formation de niveau voyons, c'est en anglais ça, primaire, reviennent après 807 jours, donc quasiment 16 mois plus tôt que ceux qui ont un diplôme post-secondaire qui reviennent après 1297 jours. Donc vraiment, on voit l'impact important de la sous-scolarisation des jeunes adultes. Maintenant, si on regarde la survie selon le type de délit et le suivi post-incarcération, on voit que les personnes qui commettent un délit contre la personne reviennent un petit peu plus vite que l'ensemble des autres personnes, que les personnes qui ont commis des délits contre les biens reviennent aussi un petit peu plus vite. Du côté des drogues, c'est l'inverse. Les jeunes reviennent un petit peu plus lentement en prison. Donc, de toutes les différences qui ne sont pas majeures, là, on voit qu'on est quand même très près de la ligne, sinon presque directement dessus. La seule différence vraiment significative, c'est que les jeunes qui ont commis une offense avec violence vont revenir environ 3 mois plus tôt en prison que ceux qui n'ont pas commis un délit avec violence. La prochaine acétate, c'est pas ma préférée, mais comme chercheur, ce qu'on trouve, on le trouve, qu'on veuille le voir ou non, c'est là pareil. Ça, malheureusement, c'est le retour en prison des personnes qui sont suivies dans la communauté. Donc, en ligne en vert, ce qu'on voit, c'est que les jeunes hommes qui ont un suivi post-incarcération reviennent presque 1 an plus tôt en prison que les jeunes qui n'en ont pas. Donc, il y a vraiment un effet très, très, très important de la surveillance post-incarcération qui a un effet vraiment majeur. Ceux qui sont surveillés reviennent après 1 an, ceux qui ne le sont pas reviennent après 4 ans. C'est vraiment la différence la plus marquante de notre analyse. Maintenant, je vous ai dit qu'on allait aussi comparer toutes les causes de mort et les mettre ensemble. Donc, on a mis toutes les variables sociodémographiques qu'on vient de voir et on a ajouté celle du LSIMR. Alors, quand on regarde toutes les causes pouvant provoquer la mort, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit que l'âge a un rôle majeur et nos variables sociodémographiques ont tendance à disparaître pour laisser la place aux variables du LSIMI. Donc, le LSIMI est un bon indicateur pour savoir qu'est-ce qui peut amener le retour en prison. Mais ce qu'on voit surtout, hein, c'est l'impact de la surveillance communautaire qui réapparaît encore comme étant vraiment une variable très, 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 très significative dans le retour en prison. Donc, quand on met tout dans le modèle, ce qu'on observe, c'est que c'est les plus jeunes des jeunes adultes. Donc, c'est comme nous, on a pris les 18-35, mais c'est vraiment les 18-25 qui reviennent le plus. Donc, ils sont vraiment beaucoup plus à risque de revenir très, très, très rapidement versus les plus vieux jeunes adultes. Là. Ça fait une drôle de phrase, mais c'est quand même ça. Chaque augmentation d'1 point à l'échelle du LSIMI en lien avec l'usage abusif de drogue augmente le risque de 6%. Donc, si on augmente de 2, de 3, de 4, ben, ça augmente 6, 12, 18. Chaque attitude d'1 point à l'échelle de l'attitude pro-criminelle augmente de 8. Donc, le fait d'avoir des attitudes pro-criminelles, c'est encore pire, entre guillemets, que d'avoir un problème d'abus de substance. Donc, la personne qui endosse cette identité-là est beaucoup plus à risque de revenir. Les personnes qui ont des difficultés familiales et relationnelles, c'est très rare que cette donnée-là sort chez les adultes adultes. Donc, on peut penser qu'à un certain moment de la vie, les adultes sont plus autonomes, ils n'ont plus tant besoin de leurs parents, ils n'ont plus tant besoin d'un conjoint, une conjointe pour les guider. Mais ce qu'on voit chez les jeunes adultes, c'est que c'est majeur. Ils ont vraiment besoin de leurs parents, de leurs conjointes, de la famille proche, ne serait-ce,
pour pouvoir se désiter. Donc, pour eux, l'absence de ces relations-là, à chaque fois qu'on augmente d'un point, ça augmente de 8%. Donc, plus la difficulté est grande, plus ça provoque un risque de retour. Finalement, la supervision post-incarcération augmente de 1,87 fois le risque. Donc, c'est pratiquement le double d'une réincarcération. Et plus la supervision est longue, plus ce risque augmente. Donc, ça augmente de 2 fois après 100 jours et ça augmente presque de 3 fois après 500 jours. Donc, plus on expose la personne à un suivi post-incarcération, plus son risque de retourner en dedans augmente, mais plus elle est longue, plus ce risque-là augmente aussi dans le temps. Donc, notre étude permet de constater que les très jeunes adultes ont beaucoup de difficultés à éviter une réincarcération dans les 5 années qui suivent une première incarcération. De l'ensemble des jeunes adultes ayant été incarcérés au moins 6 mois, seuls 36,8% ont été en mesure de se désiter du crime. Mais encore là, on n'est pas sûr qu'ils se sont désistés. Ils peuvent être morts, il peut être arrivé plein d'autres choses, mais on va espérer que c'est ce qui est arrivé. Dans le meilleur des cas, ces jeunes ont trouvé un chemin vers le désistement. Pour les 1 000 autres, ils vont être reconnus coupables de 2 534 crimes dans les 5 ans qui vont suivre le suivi, dont plusieurs, évidemment, vont être condamnés pour des manquements. On a vu des retours en prison variant entre 1 et 12. Donc, il y a un jeune homme qui est revenu 12 fois en prison dans les 5 années du suivi. Alors, si on revient à notre belle acétate du départ, qu'est-ce qui facilite le processus de désistement du crime? C'est qu'on voit que conformément à la théorie, hein, ce sont les hommes qui maintiennent leurs activités ou leurs attitudes pro-criminelles qui sont plus à risque de réincarcération. Donc, il faut vraiment que ce changement-là puisse se faire pour que le jeune homme puisse se désister. Conformément à la théorie, ce sont les jeunes hommes qui ont des problèmes familiaux et relationnels qui sont le plus à risque de réincarcération. Donc, ça réaffirme l'importance des relations sociales dans le processus de désistement. Inversement, la théorie, le suivi post-incarcération, qui devrait être un vecteur de désistement, semble plutôt être associé à un plus grand risque de réincarcération pour les jeunes adultes. Et finalement, conformément à la théorie, les jeunes qui ont des problèmes d'abus de substances sont aussi à plus grand risque de réincarcération, hein, cette problématique les écartant souvent de plusieurs opportunités. Donc, à la lumière de ce qu'on trouve, on a pensé important de faire des pistes, hein, de vous offrir des pistes à la fois macro et micro, parce que c'est pas tout de dire il y a un problème, hein. Comme chercheur, on essaie aussi de réfléchir à des solutions. Les pistes d'intervention au niveau macro-social, ben peut-être se rappeler que la criminalité a diminué de 70% depuis son sommet atteint en 1992 au Québec. Et à chaque fois que je présente ces statistiques-là, les gens font hein? On est tellement convaincus qu'on vit dans un monde extrêmement dangereux, là, où les éclipses solaires peuvent nous brûler dans la rue. Donc, il y a vraiment cette espèce de sentiment social d'insécurité et d'une jeunesse dangereuse et agressive qui est possiblement soutenue par les médias, mais dans les faits, quand on regarde la société dans laquelle on vit, elle est beaucoup plus sécure qu'elle pouvait l'être en 1992. L'indice de gravité, parce que vous pourriez dire, oui, mais Isabelle, OK, ils font moins de délits, mais ils font des délits plus graves. Ben non, l'indice de gravité est aussi en baisse hein, depuis 2010, donc il a baissé près du tiers en très peu de temps. Donc, moins de délits, des délits moins graves. Et surprenamment, il n'y a pas de baisse des taux d'incarcération. Tu sais, ça, c'est la première affaire qui est vraiment étonnante. Si on commet moins de délits, s'ils sont moins graves, qui mettons en prison? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, la première piste qu'on l'on suggère, c'est premièrement d'éviter l'emprisonnement des très, très jeunes adultes. Hein, contrairement aux générations précédentes, ces jeunes-là ne sont pas des adultes. Ils n'ont pas la maturité nécessaire pour vraiment évaluer la gravité des actes qu'ils commettent. Donc, on a vu d'ailleurs que plusieurs études montrent que le cerveau continue de se former bien au-delà de la vingtaine, 22, 23, 24 ans. Donc, c'est des jeunes dont le cerveau n'a pas atteint pleine maturation.
On l'a vu avec la LGPA au Canada quand on restreint, hein, l'emprisonnement en dernier lieu. Donc, quand on dit aux magistrats, aux magistrates, vous devrez l'imposer uniquement lorsque toutes ces conditions seront remplies, on a réduit de 50 le taux d'incarcération des adolescents en seulement 10 ans. Donc, c'est pas utopique, là, c'est pas un rêve, c'est pas quelque chose, je suis pas en train de pelleter des nuages, comme on me dit parfois. On le fait ici au Canada, on peut le refaire avec les jeunes 18-25 ans. On peut aussi prendre une décision qui est encore meilleure, c'est-à-dire d'éviter l'emprisonnement de toutes les personnes, peu importe l'âge, qui présentent un faible risque pour la société. On l'a vu en Finlande où les taux d'incarcération étaient les mêmes que les nôtres. Ils étaient environ à 100 par 100 000. Et en 1990, ils ont commencé à modifier leur code criminel, si bien qu'aujourd'hui, c'est seulement un taux de 50 par 100 000. Donc, ils avaient le même taux que nous et je vous rappelle, en très peu de temps, ils ont été capables de diminuer de moitié. On peut faire la même chose, surtout en rappelant aux gens que, contrairement à ce qu'on pense aussi, la prison n'a aucun effet dissuasif. De dire, ah, on va les envoyer en prison, ils vont comprendre. On va envoyer en prison, ils vont se réhabiliter. On va envoyer en prison, ils vont devenir de meilleures personnes. C'est tout à fait faux. Je vous invite à lire l'étude de Petrich réalisée avec un échantillon de quand même 4 500 000 personnes. Ça commence à être du monde. Et ils ont montré que la prison avait aucun effet quand on la compare avec une probation, avec un sursis, avec toute autre sentence alternative. Donc, la prison ne nous protège pas comme société et il serait très, très facile de maintenir les gens qui ne présentent pas un danger immédiat dans la communauté. Piste numéro 3, faire une refonte de notre code criminel. Hein, le code criminel, il date des années dures. Il date des années où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de criminalité. Et c'était peut-être normal à cette époque-là d'avoir des lois qui étaient très strictes par rapport à certains délits, mais il me semble que ça tient plus compte, ça tient plus, ça ne fit plus avec la nouvelle réalité. Piste 4, recourir à la peine d'emprisonnement avec sursis. Ceux qui me connaissent savent que c'est aussi une peine que j'aime beaucoup, que j'ai particulièrement étudiée et qui a des résultats probants. Donc, c'est très facile de maintenir des gens dans la communauté tout en préservant, hein, la sécurité des citoyens avec la peine d'emprisonnement avec sursis. Et contrairement à la prison qui coûte environ 100 000 par année par personne incarcérée, l'emprisonnement avec sursis en coûte entre 9 et 10 000. Donc, on pourrait, pour chaque personne incarcérée, sauver 90 000 par année si on investissait dans le sursis plutôt que la prison. Et ce que je suggère, c'est pas de limiter comme peau de chagrin les ressources que l'on met, mais plutôt de les divertir, de les envoyer dans d'autres programmes comme les approches de logement d'abord. Donc, c'est ce qu'ont fait la Finlande. Ils ont pris les sous qui allaient pour le système de justice pénale et ils l'ont mis dans la société pour créer des logements sociaux. Et ce qu'on voit, c'est que c'est ça qui protège la société. Quand les jeunes ont un endroit pour vivre, quand ils ont un endroit sécuritaire, un toit sur la tête, la capacité de se loger, de se nourrir, on voit que ces jeunes-là sont beaucoup moins à risque d'être violents et agressifs envers les autres ou encore de recourir à la vente de drogue ou le vol pour arriver à leur fin. Donc, des initiatives de cet ordre auraient un double effet, c'est-à-dire de protéger la société et de réduire les coûts associés à l'incarcération. Donc, ça, c'est au plan macro. Il faudra que ces messages-là se rendent aux gens qui peuvent décider. C'est peut-être ni vous ni moi, mais si vous les connaissez, je vous invite à faire suivre les résultats. Sur le plan micro, c'est peut-être plus ce que nous, on peut faire dans notre quotidien qui intervenons après des jeunes adultes. La piste numéro 1, c'est peut-être de développer des approches d'intervention qui correspondent mieux aux besoins des jeunes adultes. On a rencontré énormément de jeunes adultes dans le projet Réseau 1635. On a 140 jeunes qui nous ont parlé de leur expérience. Et c'est une période de la vie où on veut développer des capacités. On ne veut pas se faire dire qu'on a des problèmes, qu'on doit s'autogérer. Donc, de travailler uniquement sur les aspects négatifs, ça a un effet très démoralisant pour les jeunes. Et dans certains cas, les jeunes vont même euh, adopter une identité qui correspond à ce principe-là. Donc, si on dit on va faire des, des interventions de gestion de la colère, ben, le jeune adulte peut en déduire que c'est une personne colérique et venir à se percevoir comme tel. Donc, des approches un peu plus
prometteuses, comme le Good Life Model, seraient peut-être des choses qu'on pourrait penser à mettre sur pied. Je sais que ça s'est fait beaucoup auprès des femmes, mais on a peu d'initiatives de cet homme-là, de cet ordre-là auprès des jeunes hommes. Alors, c'est pourtant eux qui en auraient peut-être le plus besoin. Revoir les conditions de sortie pour qu'elles puissent être réalistes et adaptées aux besoins spécifiques de chaque jeune adulte. Les jeunes adultes sortent de prison avec une liste de conditions à respecter qui est presque systématiquement la même pour tout le monde. Ne pas se trouver à tel endroit, ne pas être en contact avec personne, ne pas consommer de drogue, ne pas consommer d'alcool. Et évidemment que dans certains cas, ça peut être tout à fait non productif de mettre ces conditions-là. Par exemple, un jeune adulte qui prendrait l'habitude, on peut trouver dommageable évidemment, de consommer du pot le soir avant de s'endormir. S'il a 21 ans, puis que c'est légal au Canada, puis que ça ne l'empêche pas, tu sais, ça n'a aucun lien avec sa criminalité, ça le fait juste dormir, mais c'est pas normal de lui mettre une interdiction de consommer. Ça va juste le mettre à risque à un moment donné de retourner en prison, tout simplement pour faire un comportement qui est, entre guillemets, socialement accepté ou du moins permis. Donc, d'être réaliste par rapport à ce qu'on met et surtout de tenir compte de la réalité de chaque jeune pour ne pas créer des conditions qui font juste les ramener en dedans inutilement à chaque fois qu'ils essaient de se décider. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, ils perdent tout. Ils perdent leur appartement, perdent leur job, perdent leurs vêtements, perdent leur voiture, perdent le permis de conduire. Et à chaque fois, on recommence, puis 6 mois après, on le retourne en dedans, puis là, on refait le processus. Et donc, il faut vraiment essayer de revoir ces conditions-là pour qu'elles répondent aux besoins des jeunes, parce qu'on le voit, là, la surveillance post-communautaire, c'est un des plus grands facteurs de risque de réincarcération. Finalement, au niveau micro, ben, c'est aussi de revoir nos attentes envers les jeunes adultes quant au respect strict de ces conditions. Se rappeler que c'est une étape développementale qui est caractérisée par l'exploration, le retour en arrière, la centration sur soi, la quête identitaire et la prise de décisions impulsives. C'est normal qu'un jeune adulte prenne des décisions qu'on juge nono ou nonotes. C'est normal. Mais est-ce qu'on doit punir un jeune adulte systématiquement chaque fois qu'il prend une mauvaise décision? C'est une question qu'il faut se poser. Et évidemment, prendre conscience que le plus grand besoin des jeunes adultes, c'est d'être mis en contact avec des opportunités de changement. La plupart des jeunes adultes, sinon presque la majorité des jeunes adultes que j'ai rencontrés au cours de ma carrière, ont exprimé le désir de changer. Mais c'est des jeunes qui viennent de familles extrêmement fragilisées. Il n'y a pas de papa puis de maman pour dire, ben, va porter ton CV à telle place, fais telle formation, va voir telle personne, elle va t'aider, va au CLSC, il y a tel programme, va à tel organisme, ils vont t'offrir un panier de nourriture, de peu importe ce que tu as besoin. Les jeunes ne le savent pas. Ils ne connaissent pas les ressources et ne savent pas comment les utiliser. Donc, leur plus grand besoin au niveau macro, ce serait minimalement de les diriger vers ces ressources-là. Alors, comme je vous avais promis, une demi-heure, on a fait le tour. Je dois juste rapidement remercier le ministère de la Sécurité publique du Québec qui a partagé les données nécessaires à la réalisation de l'étude. Merci au CRSH qui a financé. Merci à Réseau et à CICC de nous recevoir ce midi. Et merci aussi à la revue qui a publié les résultats de notre étude. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir les références, l'article est sorti. Il est disponible depuis le mois de décembre. Alors, merci à toutes et à toutes pour votre écoute dans cette journée très spéciale.